Généralement, surtout à l'ECE et surtout en majeur, quelle que soit la majeure, vous êtes des super étudiants, vous êtes des super ingénieurs déjà. On n'a pas grand chose à vous apprendre. En fait, le seul truc, c'est généralement vous donner la confiance en vous, quoi. Pour y aller, pour se lancer. C'est ce que je vous dis. Dans les yeux, vous êtes des super ingénieurs. Ça fait du bien. J'ai des anecdotes sur le garçon à côté où je me rappelle, même pour son stage de fin d'études, avoir au téléphone, la confiance en soi, c'est pas c'est dur, hein. le Axel d'aujourd'hui, quoi. Mais... On peut en revenir là-dessus, peut-être. Non, mais tu peux pas échanger. Si, complètement. Non, mais rien de... Non, justement, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est le même Axel. Mais en fait, c'est ça, c'était le même Axel. Juste, c'est vrai d'un point de vue confiance, la partie des stages, et on en parlait même après, la partie des stages, moi j'avais la chance d'avoir justement lancé une entreprise depuis 6 mois qui marchait peu, on va dire, donc c'était aussi pour ça mon inquiétude. Voilà, quand on n'est plus étudiant, on n'a plus le statut d'étudiant, il y a un moment, il faut quand même gagner sa vie. Et pour ça, il faut quand même avoir quelque chose d'assez sûr, d'avoir une certaine sécurité, ce que offre pas du tout le côté entrepreneurial, le côté start-up. Donc tu arrives à ce point où, au début d'un G5, il fallait choisir stage, entreprise... Et c'était même le problème que j'avais avec mes associés, dans le sens où ça a été lancé à 5. Aujourd'hui, moi, je suis seul sur le projet, parce qu'au moment justement où tout le monde devait trouver un stage, on s'est tous réunis, on s'est dit, bon, on fait comment de dire, ok, est-ce qu'on fait un stage, etc. Évidemment, du point de vue des autres, ça faisait moins longtemps qu'ils étaient dans ce côté freelance, Walt. On va dire qu'ils ont rejoint un peu Walt en justement début d'année, donc ils avaient 6 mois d'expérience, on va dire un peu start-up, et ils ont préféré faire un stage, ce que je comprends complètement. Et moi, du coup, je préférais aller sur Elias, mais à un moment j'hésitais. Donc il y a quand même des moments où même, je recherchais des stages, je discutais des fois avec des entreprises, mais au final, ça a conclu sur rien, parce que j'avais rien qui me passionnait. Au final, la meilleure option, c'était évidemment Elias. Et c'est pour ça que je suis resté, et je suis très content, parce qu'aujourd'hui, je vois le chemin parcouru, et je vois ce qu'on a réussi à faire, mais j'aurais pas pensé en arriver là il y a 6-8 mois. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi un point, tu pourras me confirmer ou m'affirmer le contraire, etc. T'as aussi, alors t'as l'école, t'as tout ça, on peut vous mettre en confiance. T'avais la chance, je pense, aussi d'avoir un terreau familial, un environnement qui t'aide, qui te soutenait. Ouais. Ça, c'est dur, hein, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, si la famille, la femme et tout ça vous suivent pas, ou la de copine, loin, ou la copine. Qui accepte. Mais moi, c'est l'histoire d'Isma. Moi, j'ai toujours cette histoire d'Isma qui raconte souvent dans ses conférences de la copine qui accepte pas, et la copine, elle change, quoi. Et ça m'a fait vachement rire, c'est un peu extrême. Ouais, alors il y en a qui arrêtent plutôt la boîte, mais ça dépend de commander avec sa copine. En tout cas, de l'entourage. L'entourage, l'acceptation de l'entourage. C'est vrai que ça peut aider d'avoir un entourage qui accepte le choix-là. Qui accepte, et puis même au-delà, qui soutient, quoi. Toi, du coup, c'était le cas. Ouais, moi complètement. Soit mon père était entrepreneur, donc alors il a un parcours entrepreneurial un peu plus tardif. Il avait commencé vers 30 ans, il a lancé sa boîte vers 30 ans. Moi, c'était forcément un peu plus tôt. Après, c'est ma vie, donc j'ai un peu le dernier mot, quoi. Donc non, il n'y avait pas de problème par rapport à ça, mais c'était tout. Je pense que ça, c'est tout le monde te le dit, oui, c'est ma vie, j'ai le dernier mot. Mais encore une fois, qu'on n'a pas la validation des parents, ou qu'on sent que dans leurs yeux, ils sont déçus quand même. Ils auraient bien aimé une petite boîte française, une grosse boîte, qu'on ait une position, quoi. Moi, ils ont toujours voulu. Et ça peut peut-être être compliqué à... Particulièrement, c'est vrai, plutôt ma génération, où je suis plus proche de vos parents que finalement de vous, mais c'est vrai qu'on est plutôt inquiet, on n'était pas poussé à l'entrepreneuriat, etc. Je pense que ça bouge, ça pense que ça évolue. En fait, je pense que les parents aimeraient, au contraire, ils voient que vous éclatez dans l'entrepreneuriat, mais forcément, alors, particulièrement pour les parents, c'est toujours inquiétant, quoi. Mais malheureusement, parfois, la sécurité, c'est souvent le mauvais choix, le plus risqué. Malgré ce qu'on croit. Mais après, moi, en tout cas, vis-à-vis de mes parents, c'était vraiment que je puisse un peu tout voir. Parce que mes stages, c'est vrai que c'était des stages en start-up. Je restais toujours dans start-up. Mes parents, ils me disaient, ce serait bien. Je me souviens même quand j'étais les vieux stages avant même de rentrer à l'ECE. Du coup, pour être sûr que je comprenne bien comment fonctionnait une entreprise, le monde du travail, ils m'avaient envoyé faire un stage en Champagne-Ardenne, dans une usine à vis, pendant 2 semaines. Et ouais, ça fait mal. Et je pense que c'est même peut-être à partir de ça que je me suis dit, bon, je vais plutôt rester sur la start-up, etc. Puis au final, j'ai jamais rejoint un grand groupe. Et puis voilà, puis évidemment il y a des choses que j'ai pas apprises, que j'ai loupées, mais après à un moment faut faire un choix et puis faut foncer. De toute façon, on n'a qu'une vie, on peut pas tout voir. Et puis après, c'était la discussion qu'on avait eu une fois au téléphone, c'est moi je vous pousse à faire ce qui vous plaît. Pourquoi vous embêter, pourquoi perdre du temps de toute façon, on n'est jamais bon dans un truc qu'on n'aime pas, qui est contre-productif ou autre. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de clients qui se rendent pas compte aussi qu'une expérience entrepreneuriale à la place d'un stage, c'est pas forcément rien en fait, sur le CV. C'est quelque chose, si on la met en valeur,
et qu'on on s'est vraiment donné et qu'on a vraiment développé des compétences, peut être mieux qu'un stage dans une boîte, un stage clairement. Et les grands groupes maintenant, même les grands groupes français un peu à l'ancienne, sont très friands de ça, de ces profils-là, ils en ont besoin. Et vous faites des bacs plus 5, vous êtes des futurs managers, donc ils attendent de vous que vous ayez le plus tôt possible, au moins tremper un petit peu dans ces compétences-là, etc. Après, tu as aussi c'est assez marrant, je le vois moi, côté plutôt incubateur, tu as la pression sociale. En fait, t'en as qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat, même les parents familialement, etc., ça pourrait le faire, mais ils vont aller chercher un stage de fin d'études en disant je verrai plus tard pour ma start-up, parce que finalement ils comparent avec leurs copains qui leur disent bah tu vois moi premier salaire d'embauche, même la gratification de stage de fin d'études, on est dans les 1005, et toi t'as combien? Bah non, moi je bouffe des pâtes et je dors sur un canapé quoi. L'entourage a quand même une grosse influence de la part de l'entourage familial, amis. Mais c'est dur de passer au-dessus de ça. Et alors là, jeune ou pas jeune, c'est toujours très dur de passer au-dessus de ça quoi. On ne veut pas décevoir son entourage. Toi, Jacques, tu avais essayé quand même de monter une boîte à l'époque? Ouais, alors je suis entrepreneur, j'avais calculé de l'autre jour depuis à peu près 23 ans, mais un peu par procuration avec ma soeur, mais entrepreneuriat classique dans la restauration. Et oui, avant de venir à l'ECE, j'avais monté une start-up. Ce qui m'a fait arrêter, je suis pas du tout un loup solitaire. Je suis vraiment un animal social total, et d'être tout seul, j'en pouvais plus. Pas forcément la fatigue, etc. C'était vraiment porter tout ça. J'aime bien raconter souvent que finalement, j'arrivais assez bien à encaisser les coups bas, enfin les périodes un peu basses, etc. J'arrivais bien à m'auto-motiver, etc. Ça allait bien. C'était justement les succès, j'avais du mal à gérer tout seul. Et je voulais les partager avec quelqu'un, etc. J'ai essayé d'embarquer des cofondateurs avec moi. Et malheureusement, ça n'a jamais marché. Mais enfin, j'en garde un super souvenir, une très bonne expérience, beaucoup de plaisir. Et ça m'a formé. Et j'essaye de transmettre un peu modestement. Ça marche bien. Maintenant, voilà, je vis l'entrepreneuriat par procuration avec les super succès des étudiants. C'était quoi comme ça, par hasard, par curiosité, les projets La start-up, alors elle s'appelait SWAF, SWAF, et en fait l'idée c'était c'était un peu schématisé et simplifié au travers d'un verre connecté pour vous aider à boire. En gros, je te vendais un verre d'eau à 50 €. Tu sens l'arnaque déjà. Mais l'idée c'était surtout d'aider aux personnes à retrouver des bonnes habitudes d'hydratation. Parce que c'est l'air de rien, on part d'un problème, on vous dit toujours de partir d'un problème, le problème il est simple, même en France, chaque année il y a à peu près 3000 personnes qui décèdent des suites d'une mauvaise hydratation. Même sans décéder, où il y a des complications souvent, des gens qui ne boivent pas assez, comme problème de santé. Voilà, et ça crée des frais médicaux, des problèmes, alors chez les personnes âgées, mais pas que, et tout. Donc l'idée c'était d'aider. Et en fait, mes clients n'étaient pas finalement le consommateur final, c'était vraiment du B2B2C, et notamment du B2B, la partie qui rapportait le plus, avec les assurances, les mutuelles, qui ne savaient pas communiquer auprès de ces gens, et eux qui avaient le plus à gagner que les gens n'aillent pas se faire hospitaliser. On revenait sur l'argent, mais si tu n'étais pas une association, moi j'avais le droit. Contrairement à d'autres. BDS, c'est quand même super rentable. Enfin, d'un point de vue business, en vrai, si j'avais pu monter ça comme entreprise, je vais pas dire ça, hein, mais je vous le dis à vous. Non, mais BDS, en fait, BDS, ils sont sur le principe d'une salle de sport, quoi, un petit peu, c'est un petit peu ce même business model. Ouais, mais salle de sport, tu vois, à plus grande échelle, avec. Ouais, mais c'est ça, avec des cotisations. Salle de sport parisienne, salle de sport de luxe, quoi. Donc non, enfin, ouais, salle de sport où tu peux faire au final une tonne de sports différents et le truc marche très bien. Puis après, on a le ski, etc. Enfin. C'est cool, une association qui laisse quelques sous dans la caisse pour les suivants, c'est quand même sympa. Non, mais c'est surtout qu'à la base, tu fais pas ça pour ça, quoi. Il y a pensé, je pense. Je fais ça. Peut-être qu'il y a une soirée qui a été faite. Non, mais au final. Déjà fait, pas le CE. Non, on s'est offert un resto à la fin. On s'est offert un resto avec les. Jacques avait une. Non, mais. Forcément, moi, je ne suis pas vraiment dans les associations, enfin par procuration, par vous, je suis dans les associations de l'ECE, mais je ne connais pas plus que ça. À l'époque. Mais oui, moi j'ai fait une école d'ingénieur, on était à fond dans les assos,
Voilà, alors c'était une autre époque aussi. Hein. C'était comment C'était l'époque volcanique. Non, mais c'était vraiment un autre monde. Donc on est à la fin du siècle dernier pour vous. L'époque Cahuzac, volcanique, c'était commun de faire ça. Ouais, et puis n'importe quelle soirée. Déjà, tu avais la CEITA, donc entreprise d'État qui vend les cigarettes, qui arrivait, qui envoyait des filles forcément très peu vêtues, qui distribuaient des cigarettes comme ça en permanence, gratuitement. À la sortie de l'école. Les filles de Ricard qui arrivaient, qui te mettaient des doses de Ricard avec pas trop dedans, directement dans le gosier. Enfin, t'étais dans une autre époque, quoi. C'est une belle époque. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Je te confirme, c'est assez sympa. Avec des excès aussi, quand on fait des bêtises. On a été interdit par arrêté préfectoral d'une dizaine de départements, des choses comme ça, quand même. Ouais, on est vraiment des petits joueurs. Ouais, mais honnêtement, on en parle souvent avec les profs et tout ça. On vous trouve trop gentil, presque. Faut le dire si on nous trouve trop gentil. Là, c'est bon, je crois que c'est utile. BDS, on était quand même très sérieux, on était une team justement pas du tout dans les excès, on essayait de voir ça très professionnel. Moi j'étais plus, par exemple, je très pote avec Pierre, qui était le président, et nous on aimait bien, voilà, un petit resto offert par le BDS, on considérait qu'on méritait, puis on se faisait toujours un peu calmer par les autres qui disaient non, c'est l'argent du BDS, c'est pas notre argent, ce qui est vrai. Et voilà, mais non, sinon ça reste. Il y avait une bonne team quand même. Ça, ouais, on avait une super team, mais c'est une team d'amis. Ah bah ouais, complètement. Je pense que les mandats suivants ont appris un petit peu de ce mandat, et ils ont retenu en tout cas des idées et sont admiratifs. Ouais, tant mieux. Et puis de toute façon, nous on avait fait aussi pareil pour notre mandat. Puis l'idée, c'est pas à chaque fois de repartir de zéro, de toute façon, sur les assos, c'est de prendre aussi un peu les bonnes choses qu'on fait les années précédentes. Mais même là, ceux qui ont été élus, on discutait avec eux. Et on les aidait c'était nos anciens respos à l'époque, donc on les aidait même à prendre justement le mandat. Donc, je vais à prendre l'argent. Non. Mais c'est pour ça aussi qu'on n'arrête pas à l'école de vous dire que les associations c'est hyper important, et que l'école met vraiment les moyens, le CE, l'air de rien, joue vraiment la carte association, parce que ça vous forme, ça vous apprend, sur des CV c'est hyper important. Et moi, oui, les meilleurs amis de promo, c'était plus dans les assos que le copain de promo qui m'a aidé sur un TP, j'ai oublié son nom. Ouais. C'est ça, quand tu dis que c'est un petit peu comme une entreprise, si tu le prends vraiment sérieusement et que tu t'y colles à fond, tu as vraiment une expérience managériale. Si tu as une équipe, tu as l'argent, il y a le budget, des événements, il y a des deadlines, et c'est un petit peu comme... Tes responsabilités, parce que l'air de rien, quand tu es dans le bureau, tu peux avoir des problèmes. Ça oublie un peu les étudiants. Mais... Ouais, on se sent un peu intouchable. C'est vrai que de toute façon, il y a le CO au-dessus. Marie, si tu nous écoutes... Non, mais après on fait quand même attention, mais c'est vrai que moi, on sent pas trop des... Mais par contre, ce côté entreprise, pour moi, il est super vrai. Et moi, je trouve encore plus sur le BDE. Par exemple, le BDE, au moment des... par exemple, moi, je trouve toujours que BDE, à chaque fois que je voyais une campagne, c'est toujours... ils montent ça d'un point de vue communication, tout est rose, tout le monde est ami, etc. Alors que voilà, c'est la guerre. Bien sûr, c'est la guerre. D'accord sur une communication, bien sûr, d'accord sur l'événement. C'est la guerre, c'est complètement la guerre entre les deux. Et là, c'est comme une entreprise avec une concurrence. Et voilà, c'est pas comme on va dire des assos, par exemple BDS, SDI, nous on faisait beaucoup d'événements entre nous parce que voilà, c'était sympa. Là, le BDE, c'est qui va réussir à être élu. Et moi, je me souviens, j'avais même fait il y avait un BDE du coup qui voulait se faire élire. Et moi, j'avais des amis qui étaient là-bas. C'était un BDE en dessous de moi de 2 ou 3 années, je sais plus. Et je leur ai donné une formation. Mais de la même manière que je donne des formations, par exemple Elias, ou en tout cas Walt à l'époque, sur le branding, en disant faites attention à l'image de marque, voici comment vous allez pouvoir convertir, avoir des clients, avoir des prospects, etc. Mais orienté vraiment ECE avec le marché de l'ECE. Comment arriver tout simplement à obtenir les votes via l'image, via le branding. Et tu trouves qu'ils ont réussi Ils ont gagné. Je sais pas si c'était grâce à moi, non, je pense pas, parce qu'ils avaient de toute façon une très bonne équipe, et puis voilà, mais après c'était intéressant aussi, je pense, d'avoir ce point de vue quand on monte une asso, d'avoir le point de vue un peu entreprise, et de faire quelque chose qui soit pro. Ouais, c'est clair. Moi je pense que, tu me diras, mais l'entreprise que tu montes aujourd'hui, t'aurais pas eu l'expérience, que ce soit l'expérience à travers les projets ou à travers les assos. T'aurais eu quand même quelques années de retard. La partie BDS, la partie BDS m'a apporté énormément, parce que j'ai appris plein de choses, j'ai développé beaucoup de compétences. On se nourrit de toutes les expériences, c'est pour ça qu'on vous pousse à faire plein d'expériences, alors que ce soit monter des boîtes, les assos, ou hors de l'école même. Les projets aussi, les PFE. Voilà. Ça t'intéresse d'expliquer un petit peu peut-être comment t'as lancé
Walt ou... Si, je peux. Tu sais qu'il va nous le faire à l'américaine, il va nous refaire un storytelling. Storytelling par cœur, j'étais dans un ascenseur. C'est marrant parce que quand t'es entrepreneur et que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, souvent quand tu racontes, en fait, tu racontes et tout le monde te dit l'histoire elle est belle, etc. Parce qu'évidemment tu racontes que les beaux trucs. Oui, mais à force de raconter les trucs, on oublie des sales gifles là au passage que généralement on n'en parle pas trop, quoi. Mais je trouve justement, moi, c'est les gifles les plus intéressants. Moi, je trouve vraiment le plus intéressant, c'est quand j'étais dans cet ascenseur. Alors, c'est le truc que je raconte à chaque fois, de dire pourquoi à la base j'ai commencé à faire Walt, freelance, etc. C'est parce qu'à la base j'avais un job étudiant de. Je sais pas si tu bipes. Mais j'avais un job étudiant horrible, j'étais liftier au Parc des Princes. Liftier, c'est quand t'es dans un ascenseur, t'appuies sur monter, descendre, etc. Je faisais ça dans le froid, tout seul pendant même pas une heure, non, j'allais dire 7 heures. On voit qu'il est rodé, le 7 heures, ah ouais, maintenant c'est, voilà, j'ai fait tout à l'heure du coup au forum, mais non, mais parce que c'était vrai, je faisais vraiment ça, j'avais vraiment besoin de gagner de l'argent, et c'était vraiment une galère. Et en fait, quand je compare ça au fait d'être freelance, d'avoir des vrais projets, des vrais clients, etc., c'est dingue, quoi. C'est marrant parce que moi dans le storytelling, surtout dans ton histoire, genre ça fait toujours une ellipse entre lifté par les princes, Walt. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai pensé. C'est ça. Et en fait, il y a tout un cheminement entre les deux. L'ascenseur, ça m'a emmené. Parce que genre, il y a tout un cheminement entre les deux où tu sais pas, tu faisais des missions avec Gis, t'avais peut-être à côté. Non, même pas. Tu non, mais il y avait le stage en fait. Un élévateur pitch en amenant, je sais pas, un président du PSG dans sa loge. Non, j'arrive au 7ème étage. Et là, il y a El Kader qui s'appelle. Tu vas être freelance. Tu devrais être freelance. Des Lionel Messi, on a discuté. C'est pour ça. Non, mais en vrai, après c'était par hasard. Après là, pour le coup, c'était le CE. Donc là, pour le coup, c'était merci le CE parce que c'était le stage, tout simplement. J'ai fait mon stage, derrière ils m'ont gardé et c'est là que ça m'a lancé. Et puis voilà, quand je gagnais de l'argent en fait avec mon ancien stage, j'avais plus besoin de travailler au Parc des Princes et c'est là où j'ai fait la transition. C'est un stage qui était un stage qui était un stage de business developer. Donc c'est le genre de stage voilà, quand tu sais pas trop quoi faire, quand t'es en deuxième année, quand t'as pas trop de compétences. Donc voilà, c'était un peu un stage dans une start-up à Londres où je faisais un peu tout. Je faisais un peu tout, je faisais un peu du calling, je préparais C'était une start-up qui faisait des tours, donc un peu de tourisme en fait sur Londres. Ouais. Donc en fait, je faisais un peu tout et puis ils aimaient juste vraiment beaucoup le design que je pouvais faire. Et du coup, ils m'ont gardé pour faire des missions en tant que freelance. Et t'as limite développé la compétence après coup, genre appris le CSS, le HTML et tout. Ouais, si franchement je te montrais les premiers designs, je suis pas sûr que tu m'engagerais comme. Donc c'est plutôt la demande qui a d'abord été là, puis après tu as développé les compétences pour répondre à la demande. C'est ça. Puis après voilà, au début par exemple, moi, mes premiers projets par exemple que je vendais en tant que designer, je les faisais sur PowerPoint. J'avais jamais touché à Photoshop, j'avais jamais touché à Illustrator. Après derrière je me spécialise en web design, j'apprends à développer aussi. À côté, j'ai le CE, différentes choses, mais ouais, j'ai envie de dire c'est plus après. Donc j'ai eu quand même la chance d'avoir été mis dedans et d'avoir eu cette opportunité. Mais c'est dommage parce que beaucoup d'étudiants l'ont pas. Comment ça ? Il y a des étudiants qui font leur stage et ça s'arrête et puis ils retournent dans leur ascenseur, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire un peu sur l'opportunité et faut un peu le déclic quoi. Moi en première année, je faisais rien, je faisais pas de design et puis voilà, c'était tout quoi. Ça c'est quelque chose que pas mal d'étudiants commencent à faire, je trouve. Pas forcément dans la tech, mais qui commencent à rentrer en CDI à temps partiel après leur stage et qui continuent. Tu sais, l'entreprise se rend compte que ils ont besoin finalement de leurs compétences. Au moment de la fin de la mission, ils sont là. C'est con quand même qu'il aient bien son taf et il le garde à mi-temps 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine et il continue sa mission d'assurer le fonctionnement de ça. Mais même sur un côté un peu freelance, nous par exemple, on a des consultants qui sont évidemment en études mais qui sont aussi en entreprise et puis qui travaillent un peu le soir, qui travaillent un peu le week-end quand ils ont le temps, quand ils ont 15 minutes, ce genre de choses. Donc je trouve que d'un point de vue étudiant, c'est top parce que derrière on développe des compétences, on gagne de l'argent, c'est bon vraiment à tous les niveaux. C'est quelque chose, c'est pas automatique toujours un G2, mais apparemment j'ai me dit qu'en G4 ça se fait pas mal de continuer les stages. Ouais, alors en fait, c'est peut-être le phénomène. Tu le vois, le stage en G4, c'est là où vous découvrez en fait que vous êtes vraiment utile, vous êtes ingénieur dans une entreprise et vous revenez tous en disant waouh, mais en fait j'ai vraiment fait avancer l'entreprise. Honnêtement, en G2, G3, vous êtes de la chair à canon, on va dire, ou pas loin. Donc, en revenant là-dessus, les entreprises veulent vous garder, vous voulez continuer. Et c'est vrai que le CE, quand même, offre souvent de la flexibilité, des possibilités. Et maintenant, il y a cette possibilité. Alors, ce qu'on appelle l'option d'approfondissement, l'équivalent de la mineure en un G4, l'OA en un G5, vous avez la possibilité de le faire en projet personnel, en continuation de votre stage. Donc lundi et le mardi matin, vous êtes en entreprise et le reste, vous êtes... C'est la Montréal, c'est encore mieux, on bosse pas le soir, on a carrément 2 jours dans la semaine qui sont... 1 jour et demi, mais il y en a qui prennent 2 jours.
C'est le LFH qui en pâtit un peu. Mais... Parce que c'est LFH PST. Ouais, maintenant ils ont mis le LFH le mardi après-midi. Okay. Parce qu'avant c'était le PF. Très mauvais choix. C'était un beau week-end de 4 jours. Je vais pas aller jusque-là. Oui, toi, je pense que tu faisais plaisir. Ouais, moi je faisais Innova entrepreneuriat. Donc Innova sur mesure un peu pour l'occasion. Et non, mais super intéressant. Super intéressant, très autodidacte, moi j'aime beaucoup. Ça te libère juste du temps pour bosser sur ouais, c'est ça. Mais non, la différence c'était que justement, je suis super bien appliqué à pas travailler sur Elias. Professionnellement, c'est-à-dire c'était de la formation, ce qui est bizarre, hein, mais de la formation entrepreneur. Donc par exemple, ma première session d'OA, c'était comment pitcher son entreprise. Et au final, alors évidemment, j'utilise Elias, etc. Mais moi, je considérais, enfin, j'étais pas obligé de le faire sur le moment, mais voilà, c'était quelque chose que je voulais apprendre. J'avais tout mon planning et chaque semaine, j'avais un nouveau domaine un peu à apprendre, à étudier, etc. Et que je pouvais évidemment rapporter sur ma nouvelle entreprise. Et Axel avait vraiment construit ça professionnellement, intelligemment et professionnellement en disant... En accord, il m'avait dit ben voilà, ce mois-ci je bosse là-dessus, je vais jusqu'au bout du truc et puis après je passerai à l'étape suivante, etc. Le risque, c'est ça le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que on peut tout faire, se noyer dans plein d'informations, plein de formations, ou rien faire si on veut, et puis on n'est pas là pour non plus que vous fliquer. Et c'est dommage, et là on passe à côté d'une expérience, en fait on perd du temps. Autant en effet aller dans des cours ou autre. Mais là, comme tu disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat peut vraiment aider, et là c'était vraiment... Ouais, c'était super. Je pense que tu as plus appris que si on t'avait mis des cours dans des cours, et en plus, surtout des cours d'entrepreneuriat, c'est quand même un peu difficile même de... Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose qui s'apprend vraiment. Il y a des bases, alors c'est pas forcément l'entrepreneuriat, mais tu as toutes les bases un peu management... Les bases du marketing opérationnel, la compta, tu vas pouvoir ça l'apprendre éventuellement, mais de toute façon, si tu l'appliques, tu comprendras mieux forcément. Et puis il y a des choses, non, c'est tellement lié à l'entrepreneur, à l'entrepreneuriat, au secteur d'activité, à son type de client, on peut pas l'apprendre, ou c'est du cours particulier. Typiquement, la gestion de budget, les cours de gestion de budget qu'on a à l'ECE, une fois qu'on a eu une activité, je trouve, et qu'on a commencé peut-être à générer de l'argent ou à déclarer des revenus et tout, je trouve qu'ils sont tout plus intéressants, ces cours de gestion budgétaire. Et c'est vrai qu'ils sont assez intéressants, mais si c'est pas appliqué à quelque chose qu'on a pu faire, ou je sais pas, toi, je pense que tu as pu le voir peut-être en AG5 les cours ouais, mais j'avoue que... Moi, je trouve que c'était quand même intéressant, quand tu fais le parallèle avec peut-être les revenus que tu peux avoir avec l'entreprise, ou comment tu gères les fonds dans ta boîte, les cours de gestion budgétaire, ils sont quand même vachement intéressants. C'est le concept du why de Simon Sinek, le pourquoi, Quand tu dis j'ai vu avant, je comprends pourquoi on apprend ça. Sinon, n'importe quel cours, on te le balance, tu le prends, tu dis le prof, il doit avoir raison, je sais pas à quoi ça me sert. Typiquement, la gestion budgétaire en 1G3, Quand ça arrive en 1G3, on est là... Ouais. Ouais, ça doit être un peu violent, ouais. C'est compliqué. En plus, moi, c'est en confinement, alors encore pire. Ah ouais. Après, je trouve que justement, moi, sur les derniers cours, parce que je l'ai fait 2 années de suite, mais sur la deuxième fois, en tout cas, ils essayaient de gamifier un peu la chose, essayer d'avoir une approche qui était un peu différente. La simulation que fait Francesco est géniale. Voilà, ça va rien à voir avec le premier qui était un peu... Où il s'amuse dans la nuit ou piquer la caisse, ou... c'était pas mal, ça. Ouais. C'est sympa. Toute une partie aussi branding, je me souviens. Fallait créer une marque, c'était vraiment... Il y avait un côté... côté entreprise, c'était vraiment très, très intéressant.